Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. La Belgique a un nouveau Premier ministre. Après presque 8 mois de tractation, Bart De Wever a pris la tête du gouvernement. Il a prêté serment devant le roi Philippe le 3 février. Bart De Wever, c'est le chef des nationalistes flamands. Son parti, la Nouvelle Alliance flamande, située à droite de l'échiquier politique, prône le confédéralisme. Car oui, je le rappelle pour nos auditeurs français, la Belgique est un État fédéral composé de 3 communautés linguistiques, flamande, française, germanophone, et de 3 régions, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale. La Belgique a donc un indépendantiste flamand à sa tête. C'est cocasse et c'est une première dans l'histoire du royaume. À ses débuts en politique, celui qui a été maire d'Anvers pendant 12 ans qualifiait la Belgique de « pays le plus raté du monde ». Bart De Wever rêvait de séparer la Flandre, riche et travailleuse, de la Wallonie qu'il jugeait dispendieuse et paresseuse. Alors, comment cet homme va-t-il assurer l'unité du pays dont il a la charge ? Bart De Wever va-t-il changer le visage de la Belgique ? Pour en parler, nous recevons à distance depuis la Belgique Jean-Benoît Pilet, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous travaillez sur les élections, les partis politiques, les systèmes électoraux et les réformes démocratiques. Vous avez coécrit notamment le livre « Les partis politiques en Belgique ». Alors, je le disais, il semble un peu paradoxal qu'un indépendantiste gouverne un pays entier. Est-ce que Bart De Wever a mis de l'eau dans son vin par rapport à ses positions passées, ou est-ce qu'il veut toujours l'indépendance de la Flandre, Jean-Benoît Pilet ? Alors, Bart De Wever est effectivement quelqu'un qui vient du mouvement flamand, qui vient d'une famille qui était déjà dans ce mouvement flamand qui réclame l'autonomie de la Flandre et son indépendance. Mais il considère de plus en plus que c'est un objectif à long terme. Il est tout à fait conscient qu'il n'y a pas une majorité des électeurs, ni même d'ailleurs des électeurs de son propre parti, qui sont pour une indépendance immédiate de la Flandre. Mais en revanche, il se dit que la Belgique doit mieux fonctionner à l'avantage notamment de la Flandre et que la Belgique doit donner plus d'autonomie aux régions tout en conservant quelques compétences, en particulier en matière de défense et d'affaires étrangères. Mais la métaphore qu'utilise souvent Bart De Wever, c'est celle du cachet d'aspirine. Et c'est l'idée que la Belgique va se dissoudre graduellement dans l'Union européenne d'une part et dans les régions qui vont avoir de plus en plus de compétences. Et donc son modèle, c'est pour ça qu'il parle d'un modèle confédéral, c'est un modèle où finalement il reste une Belgique qui cogère certaines matières, où la Flandre, la Wallonie cogère certaines matières, en particulier la défense, le contrôle des frontières extérieures de la Belgique ou la participation aux discussions au niveau européen sur le contrôle des frontières extérieures de l'Union, mais qui ne fait pas beaucoup plus que ça, que toutes les autres matières, la justice, le socio-économique, les pensions, les moyens de santé seront gérés par les communautés flamandes et la communauté française. C'est un peu son modèle d'une dissolution graduelle de la Belgique ou plutôt d'une perte de pertinence de la Belgique. Et dans le programme de son nouveau gouvernement, on ne voit pas encore beaucoup de traces de cela. On voit certains éléments de léger transfert de compétences, mais il parle plutôt de préparer une réforme importante à plus moyen terme. Il lui faudrait donc au moins 2 mandats. Il lui faudrait au moins 2 mandats et puis surtout, il faudrait une majorité des 2 tiers. Pour changer la constitution en Belgique, il faut avoir une majorité des 2 tiers, ce qui impose d'obtenir un soutien parlementaire bien plus large que la coalition actuelle. La coalition actuelle n'est pas du tout aux 2 tiers et donc il faudrait convaincre d'autres partis. Et donc M. De Wever, c'est aussi quelqu'un de pragmatique et de réaliste. Il sait bien que pour l'instant, ça n'est pas envisageable et il ne se dit pas non plus, ce qu'ont pu penser par exemple d'autres indépendantistes comme en Catalogne, il ne se dit pas non plus qu'un référendum amènerait une victoire. Je crois qu'il est très conscient du fait qu'en cas de référendum, il n'y aurait pas de majorité en faveur de l'indépendance de la Flandre. Justement, comment se situe l'opinion publique belge sur cette question ? Vous disiez qu'elle n'était pas majoritairement en faveur de l'indépendance de la Flandre. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de gens qui le sont ? Alors, il y a des enquêtes d'opinion et on sait que ces enquêtes d'opinion, elles sont différentes de si la question se posait réellement, mais on dépasse jamais le tiers de l'électorat flamand qui serait favorable à une indépendance de la Flandre. Donc, on est loin de dépasser les 50%. Et surtout, on sait que cet électorat, il n'en fait pas une priorité, que pour les électeurs, ce qu'ils veulent, c'est plus d'efficacité. Donc, ce qui les embête, c'est un système fédéral qui est parfois trop compliqué et qui fait que les compétences sont partagées. On l'a vu au moment de la pandémie de Covid, où on avait des compétences de santé qui étaient partagées entre le niveau fédéral, qui gérait essentiellement les politiques de santé au niveau hospitalier, mais aussi au niveau vaccination et au niveau intervention pour
soigner les patients, mais que par contre, toute la politique de prévention, elle était plutôt au niveau des entités fédérées, donc des régions et des communautés. Et donc, c'est ce genre de choses que les électeurs belges n'aiment pas beaucoup, c'est la complexité du système. Et pour le reste, les électeurs belges, ce qu'ils veulent, c'est comme dans des tas d'autres pays européens, c'est avoir un certain bien-être économique, c'est avoir des actions en matière d'environnement, en matière d'immigration, en matière de justice. La question institutionnelle, elle est plus aussi saillante, elle est plus aussi haut dans l'ordre des priorités qu'elle n'a pu l'être dans les années 60 ou 70. Mais économie, justement, la Belgique connaît un déficit économique assez important. On connaît ça en France également. Le nouveau Premier ministre a annoncé une cure d'austérité budgétaire sévère pour le pays. Limitation des allocations chômage, réforme des retraites, baisse des aides sociales. Il a aussi promis plus de fermeté sur la politique en matière d'asile et de sécurité. Et enfin, sur le plan sociétal, on peut noter qu'il a publié un livre anti-woke en 2023, sobrement intitulé Woke. Alors, je vous pose la question, Jean-Benoît Pilet, est-ce que c'est nouveau pour la Belgique, un exercice du pouvoir aussi à droite ? Alors, effectivement, on a des grandes coalitions en Belgique, donc on a un système proportionnel et en plus, on a des partis différents qui se présentent aux électeurs flamands et aux électeurs francophones. Donc, ça fait qu'on a souvent des coalitions très larges et ces coalitions larges, elles ont tendance à allier des partis de droite, des partis du centre et des partis de gauche parce que c'est la seule solution qu'on peut trouver, avoir des partis modérés au centre, à droite et à gauche qui gouvernent ensemble. Et donc, on a des coalitions qui souvent ne vont pas avoir un agenda socio-économique très clair. Ici, on a une coalition qui est encore, dans une certaine mesure, une grande coalition, puisqu'on a un parti socialiste, le parti socialiste flamand Vooruit, qui est présent, mais c'est un parti socialiste très proche du centre. Et pour le reste, on a des partis qui sont très nettement à droite, les démocrates chrétiens flamands, les indépendantistes flamands de la NVA, le mouvement réformateur, qui est le parti libéral de droite en Belgique, et les engagés, qui sont un parti de centre-droit, héritier de la démocratie chrétienne. Et ils ont effectivement une forte convergence sur les enjeux économiques et surtout, ils partagent cette idée que la Belgique s'approcherait de la faillite sur le plan budgétaire et que donc il faut prendre des mesures assez fortes qui n'ont pas été très prises par le gouvernement précédent qui avait une trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire qui était très souple, pas très rapide. Ici, ils veulent aller beaucoup plus loin. Et on revient en fait à une configuration qu'on a déjà connue entre 2014 et 2019 où on a eu aussi une coalition qui penchait très nettement à droite où il y avait déjà la NVA et le mouvement réformateur qui étaient les deux principaux partis et qui avaient comme Premier ministre Charles Michel qui est ensuite devenu président du Conseil européen. Ces projets de réforme entraînent déjà des remous dans le pays. On a vu ces derniers jours plusieurs manifestations se tenir. Est-ce que ça s'annonce mal pour Bart De Wever ? Alors, on se prépare à vivre une année, voire plusieurs années de conflits sociaux assez intenses. On a déjà eu effectivement une première manifestation. On a de nombreuses grèves qui sont annoncées. C'est le cas dans l'enseignement où on a eu plusieurs grèves qui ont été annoncées, où on est aussi sur une politique plutôt d'austérité, même si on est au niveau des communautés et pas au niveau fédéral. Mais par exemple, il démarre une grève de 10 jours dans la SNCB, donc la Société de chemin de fer belge. Donc, on se prépare effectivement à une année très chaude sur le plan de la contestation sociale. Après, c'est pas clair si cette contestation sociale va aboutir à véritablement changer l'opinion du gouvernement, parce que cette contestation sociale, elle est très ancrée dans un mouvement syndical qui est fort, mais un mouvement syndical qui vote très peu pour les partis qui sont au pouvoir. La seule exception, c'est Vooruit, donc le Parti socialiste flamand, qui est proche du syndicat socialistes et qui sont un peu plus sous pression, mais les autres partis, finalement, c'est des partis qui ont une base électorale qui n'est pas trop située à ce niveau-là. Mais il y a quand même quelques exceptions. Il y a certains mouvements sociaux qui peuvent apparaître plus menaçants. Notamment, il y a une réforme des pensions assez importante qui est avec une diminution du niveau de pension et un allongement de la carrière pour certains secteurs. Et là, on sait qu'on peut toucher un électorat plus âgé qui avait quand même pas mal voté pour les partis de droite aux dernières élections et qui pourraient être très mécontents de ces réformes qui les amèneraient à travailler plus longtemps. Donc cette réforme des pensions est sans doute la plus difficile à gérer pour le gouvernement en place. Bart De Wever est devenu populaire en participant à un jeu télé dans les années 2000, alors qu'il n'était encore qu'élu local. On le voit beaucoup à la télévision, il est assez à l'aise devant les caméras, il aime se mettre en scène. Et en 2014, il est même apparu dans une émission déguisée en panda. Est-ce qu'on a affaire à un populiste, à un trublion, parce que ça nous fait penser un peu au profil à la Trump, à la Berlusconi, à la BP Grillo ?
C'est pas un populiste dans le sens où il a une vision très conservatrice et notamment très conservatrice de la façon dont la politique doit être gérée. Une vision très élitiste de la façon dont la politique doit être gérée. Sa conception, c'est qu'il faut mettre au pouvoir des gens extrêmement compétents, que les électeurs ont ce rôle-là, mais que, par exemple, il ne faut pas en appeler au peuple de façon régulière, il ne faut pas utiliser des référendums, il ne fait même pas de référence très fréquemment à l'idée d'un peuple et de la volonté populaire manifeste. Ces modèles, c'est plutôt des conservateurs traditionnels. Il parle souvent du philosophe Edmund Burke, par exemple, comme une de ses références. Il renvoie aussi souvent à la République romaine avec cette idée d'un sénat, d'une élite romaine qui gouvernait cet empire. Et donc, c'est plutôt ces références-là. Et donc, il n'a pas ce trait populiste de l'appel à un peuple mythique qui exprimerait sa volonté de façon uniforme et dont les élus devraient simplement suivre la volonté. Donc, il n'a pas cet élément-là du populisme. En revanche, il est très conscient qu'aujourd'hui, pour être populaire au niveau électoral, il faut pouvoir jouer le jeu des médias. C'est très fort en Flandre, c'est même plus fort en Flandre que dans la partie francophone de la Belgique, ces émissions qu'on appelle d'infotainment, où on va avoir un peu d'informations, mais un peu d'éléments plus humoristiques, et de devoir jouer ce jeu, c'est quelque chose qui a émergé dès le début des années 2000 en Flandre. Et Bart de Wever a été très vite conscient qu'il fallait jouer ce jeu-là, mais même dans ces situations-là, il joue plutôt sur un registre du cynisme, de l'humour froid, l'humour noir, et pas sur des grandes envolées émotionnelles comme on peut le voir chez beaucoup de leaders populistes. C'est pas du tout Beppe Grillo. Au Parlement européen, le nouveau Premier ministre belge siégera dans le groupe conservateur et réformiste européen, de droite radicale. Il sera aux côtés de Giorgia Meloni et du chef de gouvernement de la République tchèque. Ça lui a valu d'ailleurs les félicitations de Marion Maréchal Le Pen en France, qui s'est réjouie que ce groupe soit consolidé par un nouvel entrant. Or, la Belgique est profondément attachée à l'Union européenne. Elle prône une intégration poussée. Est-ce que Bart de Wever, lui, est un eurosceptique, Jean-Benoît Pilet? Est-ce que là aussi, on est face à un paradoxe? Son parti siège dans ce groupe de façon un peu étrange. La position naturelle du parti de M. de Wever, ce serait plutôt de se retrouver au PPE. C'est avec ces partis-là que les liens sont les plus forts, singulièrement avec la CSU en Bavière et avec la CDU allemande. Bart de Wever a beaucoup de liens. Ce sont des partis qui l'inspirent très fort en termes de positionnement politique. Bart de Wever n'est pas du tout quelqu'un d'eurosceptique. Au contraire, il est pour une action forte au niveau européen et il est pour une Europe des régions, donc basée sur des entités géographiques plus petites ou en tout cas plus homogènes au point de vue de la linguistique, culturelle et nationale, mais c'est pas du tout un eurosceptique et ils se sont retrouvés dans ce groupe simplement parce que leur adhésion au PPE a été bloquée par les partis démocrates chrétiens belges, le CDNV en Flandre et les engagés en Wallonie, qui étaient déjà présents dans ce PPE et qui voulaient pas de concurrents. Mais c'est pas là que Bart de Wever a le plus de liens. Alors c'est vrai pour Bart de Wever et c'est vrai pour une partie de la NVA qui a donc ce profil plus conservateur, mais ce qu'il faut quand même pas cacher, c'est qu'à l'intérieur de la NVA, il y a aussi une frange qui est beaucoup plus à la pointe sur les questions de durcissement de la politique migratoire et qui se sentent bien, pas forcément avec des personnalités comme Marion Maréchal Le Pen, mais qui se sentent bien avec des personnalités comme Madame Meloni. Et ça va être le cas de Theo Franken. Theo Franken, c'est une des grandes figures de la NVA à côté de Bart de Wever. Il vient d'ailleurs de rejoindre le gouvernement en tant que ministre de la Défense. Précédemment, entre 2014 et 2019, il était aussi au gouvernement en charge des questions migratoires. Et lui est sur une politique très, très dure sur les questions migratoires et lui se sent assez bien dans un groupe politique plus dur sur ces questions-là et se sent un peu moins proche du PPE. Mais on voit que finalement, la NVA, c'est plus un parti conservateur avec des accents très forts sur les questions migratoires. La NVA, c'est pas très différent de ce que sont en train de devenir les Républicains en France. Je voudrais juste terminer en poursuivant un tout petit peu sur l'Union européenne et la place de la Belgique au sein de l'UE. Est-ce qu'on peut considérer que la Belgique est une sorte d'ovni dans le paysage politique européen? J'entends par là à la fois la place centrale qu'occupe le pays, avec Bruxelles évidemment, lieu du Parlement, et en même temps un acteur qu'on entend assez peu, qui pèse un peu moins que certains de ses voisins. Alors c'est vrai et pas vrai. Si on prend les 15 ou 20 dernières années, on peut quand même constater que deux des présidents du Conseil européen sont des anciens premiers ministres belges. Le premier, ça a été Herman Van Rompuy, et puis on a eu Charles Michel. Donc pour un pays de petite taille, c'est un pays qui pèse pas si peu. Par contre, c'est vrai que la Belgique, qui a eu une posture plus traditionnellement pro-européenne, a eu plus de mal de s'intégrer dans le débat européen et a eu aussi plus de mal de s'intégrer dans le débat européen parce que celui-ci s'est articulé autour de questions comme la
disciplines budgétaires avec lesquelles la Belgique n'était pas très à l'aise, puisque la Belgique est dans une situation de déficit excessif assez net et n'avait pas une volonté de revenir très vite sur une trajectoire dure. La Belgique aussi n'était pas très à l'aise par rapport à la politique migratoire qui était mise en place au niveau de l'Union européenne, et en particulier le durcissement du contrôle aux frontières, le durcissement de l'action de Frontex. Ce n'est pas des choses dans lesquelles la Belgique se retrouverait aisément. Et justement, avec Bart De Wever, qui est plus aligné sur plusieurs de ses voisins sur ces questions-là, et notamment qui peut avoir une collaboration assez forte avec les Pays-Bas, qui renforcerait le poids de ces deux pays, Pays-Bas et Belgique ensemble, on peut se dire que peut-être la Belgique jouera un rôle un peu plus important. C'est aussi un moment où la Belgique a décidé de réinvestir plus nettement dans son armée, dans la défense et dans la contribution de la Belgique au sein de l'OTAN, mais aussi éventuellement dans un axe pour créer une défense européenne. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que la Belgique revienne un peu plus dans un rôle central parce qu'elle trouvera plus naturellement des alliés sur des dossiers qui la mettaient mal à l'aise précédemment, mais où elle finalement rejoint le mainstream européen qui est actuellement en place. La Belgique a augmenté sa part de PIB dédiée à la défense, oui, c'est ça ? Dans le budget ici, ils ont décidé de passer à 2,5% du PIB consacré à la défense, et ils visent même les 3%. Et donc ça, c'est un des points sur lesquels la NVA insistait très très fort, et son ministre de la Défense, Theo Franken, est très très actif. Et ça, c'est une singularité de la NVA, même si c'est rejoint par la plupart des autres partis de droite qui, face à la situation depuis la guerre en Ukraine, ont quand même changé leur fusil d'épaule. C'est une métaphore assez bien utile pour dire que la Belgique a décidé de réinvestir plus nettement et de rejoindre ce que demandent finalement les autres membres de l'OTAN, et singulièrement les États-Unis. Et ça suivra certainement un peu partout autour. Merci Jean-Benoît Pilet pour cet entretien. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode du Monde devant soi avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. L'interview du Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sort.